Bonjour à tous, Karine Simard, directrice du studio numérique inclusif de Child Technologies. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue que j'ai faite avec Maxime Varin, spécialiste en accessibilité web et personnes non-voyantes. Maxime a été super généreux de son temps et de ses expériences dans le monde numérique. Si vous voulez lire l'article au complet, visitez le lien vers le blog qui se trouve dans les notes du vidéo. Sinon, je vous présente différents extraits de la conversation que j'ai eue avec Maxime Varin. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va très bien ce matin. Merci. Maxime, on a eu l'occasion d'échanger sur LinkedIn sur l'accessibilité numérique. Puis, tu as accepté de te prêter à une entrevue pour partager ton expérience vécue en accessibilité numérique. Peux-tu nous parler déjà des limitations que tu as dans le monde numérique actuellement? Oui, dans le fond, je vais commencer par me présenter. Moi, dans le fond, je m'appelle Maxime Varin. Je suis une personne en situation de cécité totale. Dans le fond, ça a été causé par une maladie génétique. Dans le fond, c'est l'anérésie. Dans le fond, c'est le principe que, dans le fond, j'ai pas d'iris dans l'œil, mais dans le fond, c'est de naissance. Donc, moi, j'ai aucun passé de vision, aucunement. Ça a quand même beaucoup de répercussions parce que, tu sais, une personne qui a déjà un passé de vision, peut se servir de ça pour naviguer dans le monde numérique et évoluer dans la vie en général. Mais dans mon cas, c'est ça, à ce niveau-là, ça implique que, comme j'ai pas de passé de vision, tu sais, tout ce qui est les couleurs et tout ça, moi, j'ai pas ces notions-là. Je les connais, je les comprends, c'est des notions théoriques, mais c'est ça, ça se réalise pas dans un domaine vécu. Dans le monde numérique, plus précisément, c'est un domaine qui est relativement nouveau, on ne se le cachera pas. Moi, je suis né pas mal plus, comme je disais, dans les années 90. De 90 à 2008, on ne parlait même pas de ce sujet-là dans mon cursus. C'est même pas un thème qui a été abordé. C'est quelque chose qui était même pas envisagé. À partir des années 2008, ça a commencé tranquillement à se démocratiser. Tout ça, les gens commençaient à en parler. Mais je dirais que c'est encore un sujet qui est quand même flou dans l'esprit des gens. J'ai souvent la perception des gens qui me disent l'accessibilité, ça sert souvent aux personnes handicapées et tout ça. Mais j'essaie quand même d'amener le fait que ça sert à tout le monde en quelque sorte. Mais c'est quand même une idée qui est encore très ancrée, que je fais beaucoup de sensibilisation pour essayer de démystifier un petit peu ce sujet-là. C'est ça. Il y a encore une grosse perception des gens par rapport à tout ça. C'est des nouvelles technologies émergentes, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à démocratiser puis à expliquer beaucoup les principes d'accessibilité. Les nombres de CAG, c'est sûr qu'ils ont aidé aussi là-dedans. On a déjà GQRI aussi qui est sorti. Dans l'extrait suivant, Maxime nous a expliqué son utilisation du braille dans le contexte numérique. C'est une technologie qui continue à être super importante pour les personnes non-voyantes. Je n'avais pas tout à fait réalisé l'importance du braille pour la rédaction dans le monde numérique. Moi, dans le fond, pour expliquer aussi un petit peu, moi, je fonctionne avec un ordinateur. J'ai un lecteur d'écran qui est JAWS NVDA, mais j'utilise aussi un afficheur braille aussi. La combinaison des deux est vraiment importante dans mon cas. Je connais des gens qui fonctionnent très bien à la synthèse vocale seulement. Moi, le braille, ça m'aide beaucoup, surtout pour réviser des textes, parce que j'écris beaucoup de textes dans le contexte de l'accessibilité. J'écris beaucoup d'articles et tout ça. Je fais beaucoup d'audits d'accessibilité, des validations. Ça m'aide beaucoup à me relire, surtout pour des détails symétriques. Tu vas avoir une virgule, un point d'interrogation, des traits vraiment stylistiques textuels, ce que la synthèse vocale ne te donne pas tout le temps. Fait que c'est pour ça que, dans le principe, que des fois, les gens vont dire, les assistants vocaux comme Alexa et tout ça, Siri, les synthèses vocales, le braille a plus ou moins sa raison d'être. Tout ça pour dire que le braille est encore très vivant et a toujours autant sa place qu'il l'avait avant. C'est simplement une nouvelle façon de l'utiliser. Les progrès ayant beaucoup évolué, ça fait en sorte que on l'utilise différemment. Naviguer sur le web en braille, c'est d'une manière très différente aussi que sur du papier braille, mais ça a toujours autant une utilité tout aussi pertinente que ça l'était. Ensuite de ça, on va discuter du sujet de l'heure, l'intelligence artificielle, puis comment Maxime utilise cette technologie-là dans son quotidien numérique. Sûrement aussi que l'intelligence artificielle va contribuer aussi à améliorer encore plus ces aspects-là qu'on avait au niveau des technologies émergentes, qui étaient l'informatique, mais là, avec l'intelligence artificielle, ça décrypte aussi les possibilités et les possibles. Est-ce que tu as eu l'occasion d'expérimenter avec l'intelligence artificielle puis de voir les avantages potentiels pour t'assister? Moi, honnêtement, je dirais que c'est vraiment l'étape où c'est comme un nouveau jouet pour moi. Là. J'ai découvert ça très récemment. Je continue commence à l'expérimenter, tout ça, et à voir les possibles.
C'est sûr que c'est ça, les assistants vocaux, comme je disais, ça, c'est quelque chose qui vraiment aide beaucoup. Au niveau moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est au niveau de la révision de texte, tout ce que l'intelligence artificielle peut faire comme en termes de révision, fournir du sous-titrage, résumer des textes, produire des rapports, tout ça. Si c'est fait de façon bien structurée, on peut produire des rapports aussi de ce côté-là. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est que quand je pose une question à l'intelligence artificielle, souvent le résultat est fourni en texte, ce qui fait que si, par exemple, je lui pose une question sur un sujet, l'intelligence artificielle va aller sur plusieurs sites pour me trouver l'information, mais elle va me donner le résultat sous forme vraiment textuelle, ce qui fait que j'ai pas, si par exemple le site de base sur lequel l'intelligence a été cherchée n'est pas accessible, moi j'ai quand même l'information de manière beaucoup plus gérable pour moi. C'est vraiment quelque chose qui se manipule beaucoup c'est intéressant, mieux. Ça. Ouais, ça se manipule beaucoup mieux de ce côté-là. Puis c'est un gros avantage que j'y ai vu, parce que ça m'évite des fois d'aller investiguer sur des sites qui finalement ne sont pas accessibles. Donc c'est ça. Pour le moment, c'est quelque chose que je découvre encore vraiment beaucoup. Dans le prochain extrait, on va écouter Maxime partager son opinion qui est super intéressante au niveau de la responsabilité dans l'accessibilité. Est-ce que la responsabilité est entièrement sur les développeurs, les utilisateurs, d'autres gens autour de la table de l'accessibilité? Je vous invite à écouter ce que Maxime pense à ce sujet-là. Je considère que pour moi, l'ordinateur, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. Fait. Mais pour que cette fenêtre-là soit vraiment ouverte et ne soit pas cassée, il faut quand même que les sites web soient quand même conçus de façon accessible. Puis qu'il y ait quand même une responsabilité au niveau des compagnies, au niveau de ces aspects-là. Moi, dans le fond, je considère vraiment que c'est une responsabilité partagée. Moi, j'ai vraiment la responsabilité au niveau de mes outils, de les utiliser au mieux. Mais c'est comme n'importe quoi. Même pour l'intelligence artificielle, c'est un peu le même principe. Si on considère que si on considère que les outils vont nous aider, vont nous fournir beaucoup de compléments d'information, c'est vrai, mais ça ne pourra pas bien fonctionner si les sites web, malgré tout, ne sont pas conçus de façon accessible. Un libellé sur un champ, s'il n'est pas appliqué de façon accessible, même l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas capable de le détecter et de fournir correctement l'information. C'est un peu le même principe que ce que les lecteurs d'écran fournissent actuellement. C'est ça, ça repose quand même sur une base fondamentale qui est la conception. C'est quand même très important toujours de ce côté-là. Moi, je travaille quand même beaucoup avec tout ce qui est les équipes UX, les équipes de rédaction, les équipes développeurs. C'est un aspect qui est quand même difficile à concilier du fait aussi que moi, actuellement, je suis en train d'adapter beaucoup de logiciels, beaucoup de plateformes pour essayer de les rendre accessibles ou beaucoup même de composants individualisés. Souvent, on a des banques de composants qui arrivent, mais le problème, c'est que souvent, j'arrive un petit peu en aval dans le processus, ce qui fait que, c'est d'essayer de convaincre les gens aussi d'intégrer l'accessibilité le plus tôt possible parce que souvent, ça arrive beaucoup plus tardivement. Puis là, c'est sûr qu'on a les arguments, les gens vont dire, là, c'est coûteux, là, c'est difficile. À ce moment-là, c'est sûr que je leur dis, c'est sûr que c'est plus coûteux, c'est plus difficile quand c'est fait par après. Mais c'est sûr que c'est ça. Comment tu perçois, on a la situation de l'accessibilité au Québec, on a les normes, le CGQRI 008. Comment est-ce que tu perçois ça, l'accessibilité au Québec en ce moment? Puis est-ce que les normes d'accessibilité permettent vraiment aux personnes avec des limitations de pleinement participer à la vie numérique? Pour moi, la façon dont je vois ça, c'est que ça avance. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup la perception des gens qui vont dire notre site ou notre plateforme ou comparativement à d'autres plateformes, jusqu'à quel pourcentage est accessible? Moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se quantifie de manière en pourcentage parce que c'est très qualitatif. D'ailleurs, je sais qu'il y a des plateformes que j'utilise au quotidien qui changent fréquemment, ce qui fait que dans ce contexte-là, une accessibilité qui est réelle une journée, le lendemain, elle peut être partiellement ou plus du tout accessible. Ça m'est arrivé. OK. Des fois, avoir des contextes de régression, dans le fond, parce que la plateforme elle devient plus accessible? Très souvent, ça arrive fréquemment. Par exemple, je pense à LinkedIn où récemment, il semble avoir changé beaucoup le code qui est derrière.
Puis j'ai quand même beaucoup de problèmes à naviguer récemment, puis je l'ai signalé là, par rapport à ça, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, de déquantifier ça en pourcentage, c'est quand même très difficile. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, je pense qu'ils ont remis l'ancienne façon qu'ils avaient de fonctionner. Fait que ça, en tout cas, ça m'a aidé quand même beaucoup de ce côté-là. Mais c'est ça, tu sais, il y a quand même beaucoup de plateformes. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, tu sais, les grandes entreprises, par exemple, qui vont nous envoyer des notifications en disant, bon, on va changer nos politiques de confidentialité ou nos conditions d'utilisation. Ben, au niveau de l'accessibilité, c'est pas quelque chose qui est fait. Ils vont pas nous dire, ben, on a changé de telle chose sur notre plateforme, ça se pourrait que vous rencontriez des régressions d'accessibilité. C'est quelque chose qu'on ne reçoit pas. Puis ça, ben, moi, je me dis, au moins, ça nous aidera, au moins qu'ils nous informent pour qu'on puisse préparer un petit peu à l'avance et essayer de trouver des solutions de contournement. C'est sûr qu'on me recasse souvent le fait de dire, OK, ben, tu sais, maintenant, tu devrais comme déposer une plainte, entre guillemets, ou te manifester ou tout ça. Mais, bon, soit le formulaire de plainte n'est pas accessible, ça, c'est quelque chose que je rencontre fréquemment. Ouais, ça, c'est clair. Mais il y a aussi l'aspect que, ben, c'est ça. Est-ce que moi, vraiment, je vais aller me plaindre, me mettre la tête sur le bio en sachant que peut-être je veux pas être le seul, autrement dit, à me plaindre. Les gens vont peut-être faire un blocus en disant, bon, OK, lui, c'est plein. C'est un peu cette perception de, bon, on fait plein de choses pour les personnes handicapées, ils ne sont pas encore satisfaits. Bon, c'est toujours un peu délicat, là, toute cette situation-là de perception, encore une fois, des gens là, par rapport à tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui avance rapidement, mais c'est ça. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Côté normes, côté règlement, côté AGQRI, côté WCAG, il y a beaucoup cette perception aussi, parce que surtout pour des gens qui ont un petit peu moins de connaissances en accessibilité, qui sont pas trop familiers avec le concept, tout ça, ben souvent, ils vont me dire, ben, j'ai respecté les règles WCAG, j'ai respecté les règles AGQRI, donc mon site est accessible. Souvent, j'arrive, je dis, ben, non, il manque ta chose, tout ça. Puis là, les gens me disent, ah, mais là, pourquoi? Je comprends pas. Pourtant, j'ai respecté ce qu'il fallait, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accessibilité, moi, dans ces règles-là, je constate qu'il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques qui devraient être intégrées comme des conformités. D'ailleurs, j'ai été très surpris de constater dans mon travail que, par exemple, les régions principales, ou par exemple, le fait de nommer les régions dans une page, ou par exemple, le fait de mettre un titre 1 en haut d'une page, ou de mettre une structure de titre de 2 à 6, de structurer les titres d'une certaine façon, ben, c'est considéré comme une bonne pratique, mais dans la norme, il n'y a rien vraiment qui oblige ça. C'est plus comme une recommandation très forte, mais ça reste une recommandation. Fait que les gens, ben, c'est un petit peu plus facile pour eux de dire, OK, on le fait, on veut bien le faire, mais c'est très facile pour des gens qui ne voudraient pas le faire, pas parce que c'est de la mauvaise volonté, mais des fois, c'est parce qu'on n'y pense pas ou tout ça. Ben, à ce moment-là, c'est plus facile un petit peu d'écarter ce côté-là parce que c'est pas quelque chose qui est demandé spécifiquement dans les critères de conception. Finalement, j'ai demandé à Maxime ce que les voyants ne comprenaient pas de sa situation. Et j'ai trouvé sa réponse vraiment éclairante. J'avoue que je n'avais pas réalisé cet aspect-là dans le monde des lecteurs d'écran. Je dirais que ce qui est très mal compris, puis c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, mais encore là, c'est la perception des uns et des autres. C'est que, puis encore là, c'est une responsabilité partagée, c'est qu'il y a vraiment une barrière entre la personne en situation de handicap et les personnes qui sont, j'aime pas ça dire ça, mais on va dire sans handicap, si on peut dire. Là. Ou, parce qu'on peut tous rencontrer une situation de handicap dans notre vie un jour ou l'autre, là, mais faute d'un meilleur terme, disons qu'on va y aller comme ça. Mais disons que la barrière se situe au niveau du fait de comment une personne handicapée perçoit le monde numérique ou le monde en général versus par exemple, je parlais un petit peu de la mise en forme tantôt, c'était un exemple. L'autre exemple, c'est que, par exemple, moi, en naviguant avec le lecteur d'écran, c'est une information qui est très temporaire et éphémère. Temporaire parce que j'ai une seule ligne de texte à la fois, puis éphémère parce qu'une fois que je passe à la prochaine ligne de texte, la ligne au-dessus, je l'ai plus. Donc, ce qu'on peut dire d'une globalité, c'est la vue d'ensemble, moi, du document, je ne l'ai pas. Puis ça, souvent, c'est ce que les gens oublient. Souvent, c'est OK, mais oui, mais là, trois lignes plus haut, tu as tel texte. OK, oui, mais moi, je ne le vois pas 3 lignes plus haut. Moi, je suis vraiment sur une ligne en particulier. J'ai une vision un peu étroite de la chose, mais c'est ça. Fait, côté numérique, c'est ça. Souvent, pour naviguer, ça me demande beaucoup plus de manipulation pour arriver à faire une seule chose. Finalement, dans ce dernier extrait, Maxime nous démontre sa résilience puis sa détermination face à l'accessibilité numérique. J'avoue que j'ai trouvé ça très inspirant de l'écouter. C'est un monde vraiment à exploiter. Moi, je dis toujours que l'accessibilité, c'est un objet et puis un sujet à conquérir plus qu'un défi à surmonter. Là, si on le voit comme un défi, c'est sûr
Moi, je dis souvent que les propres obstacles, c'est nous-mêmes qui nous les créons souvent, là, en Ouais. disant, OK, bon, ben là, telle chose, on ne pourra pas le faire, il va falloir passer ailleurs ou tout ça. Ouais. Ben, c'est ça. Souvent, les obstacles, on se les crée un petit peu nous-mêmes, là, par extension. Ouais, c'est certain. Donc, voilà. C'est sûr que si on commence par un état d'esprit qu'on ne peut pas faire quelque chose, on commence par je peux pas, au lieu de commencer par comment je peux, ben, on n'arrivera pas au même résultat, là, c'est certain. Clairement. Parfait. Ben, Maxime, je te remercie infiniment du temps que tu as passé avec nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de comprendre la réalité de quelqu'un qui est dans une situation là, d'être de cécité totale, comme tu le mentionnais. Oui. Je te remercie infiniment. Puis, ça me fait plaisir plaisir de continuer à échanger. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'était les extraits que j'avais à vous présenter de l'entrevue que j'ai faite avec Maxime Varin, spécialiste en accessibilité web. J'aimerais le remercier pour sa générosité en temps et son partage tout en authenticité. C'était vraiment génial de passer ce moment d'échange avec lui. Vous pouvez lire l'entrevue complète dans le blog de Ciao. Le lien est dans les notes du vidéo. Et si vous avez un projet d'accessibilité numérique, parlez-nous-en. Chez Ciao, on accompagne les organisations en accessibilité numérique depuis près de 15 ans. Ciao tout le monde!